Si tu disparaissais aujourd'hui, on ferait probablement la fête, a dit Nathan avec un sourire narquois, levant sa bouteille de bière vers moi par-dessus la table de pique-nique. Toute la famille a éclaté de rire, sa femme, Jessica, s'étouffant avec son thé glacé, ma belle-mère, Patricia, applaudissant des mains, et même Marc gloussant à côté de moi. Tout le monde sauf moi. J'ai tranquillement fini de mâcher mon sandwich barbecue et je l'ai posé sur mon assiette en carton. Le soleil de l'après-midi frappait la cour arrière à Aix-en-Provence, où la famille Dubois s'était réunie pour sa réunion annuelle. 37 proches étaient étalés sur des chaises longues et des tables de pique-nique, leur voix portant au-dessus du son des enfants qui barbotaient dans la piscine. Théorie intéressante, ai-je dit calmement, en m'essuyant la bouche avec une serviette. Le sourire de Nathan s'est élargi. Allez, Chloé. Tu sais qu'on plaisante. Mais sérieusement, Marc ferait probablement plus sans que tu ne monopoliserais l'ordinateur toute la journée. D'autres rires ont parcouru le groupe. J'ai regardé Marc acquiescer, son sourire d'homme d'affaires ne faiblissant jamais. Il pensait probablement à la façon dont cela s'inscrivait dans son récit, le commercial à succès marié à la femme excentrique qui jouait sur des ordinateurs pendant qu'il rapportait le vrai argent. Si seulement il savait. Mon téléphone a vibré avec une notification de mon compte professionnel. Un autre paiement avait été compensé, 15 000 € de Gravora Group pour le système de gestion des stocks personnalisés que j'ai livré la semaine dernière. J'ai jeté un coup d'œil au montant et j'ai glissé le téléphone dans mon sac sans le mentionner. Pourquoi l'aurais-je fait? Selon tout le monde ici, je faisais juste des trucs d'ordinateur depuis la maison. Tu te souviens quand Chloé a essayé d'expliquer son travail à Noël, a lancé Jessica, sa voix dégoulinant de condescendance. Quelque chose à propos de bases de données et de cloud computing. Je crois qu'elle nous a perdus après « Bonjour ». Patricia a hoché la tête avec enthousiasme. Dieu merci, Marc a un vrai travail pour subvenir aux besoins de la famille. Je ne sais pas ce que nous ferions si nous devions tous dépendre de ce que tu fais, ma chère. J'ai pris une gorgée de ma limonade et j'ai laissé les mots m'envahir. Ils n'avaient aucune idée que leur fils au vrai travail avait 3 mois de retard sur l'hypothèque jusqu'à ce que je transfère discrètement de l'argent pour la couvrir. Ils ne savaient pas que la somptueuse croisière familiale qu'ils avaient faite le printemps dernier était financée par mes trucs d'ordinateur. Ils ne réalisaient certainement pas que l'entreprise de construction de Nathan était restée à flot parce que j'avais co-signé un prêt pour lui il y a 6 mois, une faveur que Marc m'avait supplié de faire sans dire à sa famille d'où venait réellement le soutien financier. La conversation est passée à d'autres sujets, mais quelque chose s'était cristallisé à ce moment-là. Ces gens me voyaient comme un poids mort, un fardeau pour leur précieux Marc. Dans leur esprit, j'étais la femme chanceuse qui profitait de son succès sans rien apporter de valeur. J'ai fini mon assiette en silence, les regardant tous rire et plaisanter, complètement inconscients du fait qu'ils se moquaient de leur propre bouée de sauvetage financière. En grandissant, j'avais toujours été la personne silencieuse qui préférait les ordinateurs aux gens. Pendant que les autres enfants jouaient dehors, j'apprenais les langages de programmation et je créais des sites web pour des entreprises locales. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme de l'Université de Montpellier, j'avais déjà lancé mon cabinet de conseil, Lumière Ouverte Consulting, bien qu'il gère bien plus que de la publication ces jours-ci. Marc et moi nous sommes rencontrés il y a 5 ans dans un café près de son bureau. Il était charmant, confiant, et avait cette façon de me faire sentir comme la personne la plus intéressante de la pièce. Il vendait des équipements médicaux aux hôpitaux et gagnait un bon salaire, environ 70 000 € par an. J'étais impressionnée par son ambition et la façon dont il parlait de sa famille très unie. Ils vont adorer, avait-il dit après 3 mois de fréquentation. Ma mère dit toujours que j'ai besoin de quelqu'un pour me garder les pieds sur terre. La première fois que j'ai rencontré les Dubois, j'étais nerveuse mais excitée. Je me suis habillée avec soin, j'ai apporté des biscuits faits maison et je me suis préparée à parler de mon travail si quelqu'un me le demandait. Mais quand Patricia m'a présentée à la famille élargie, elle a dit « Voici Chloé, la petite amie de Marc. Elle fait quelque chose avec les ordinateurs. » J'avais ouvert la bouche pour expliquer que je possédais une entreprise de conseil en logiciel, mais Marc était intervenu. Elle est vraiment douée avec la technologie. Elle m'aide toujours à résoudre les problèmes de mon ordinateur portable.
La conversation a rapidement tourné autour des dernières réalisations commerciales de Marc, et je me suis retrouvée à acquiescer pendant qu'il décrivait la conclusion de contrats et le dépassement des quotas. Personne n'a jamais plus posé de questions sur mon entreprise. Lorsque nous nous sommes mariés 2 ans plus tard, Marc a suggéré que je garde mon nom de jeune fille à des fins professionnelles, ce qui m'avait semblé attentionné à l'époque. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que cela lui permettait de maintenir la fiction que son succès était entièrement le sien. Il disait aux gens que nous nous débrouillions tous les deux bien, mais d'une manière ou d'une autre, l'attention se portait toujours sur sa carrière. Notre maison à Aix-en-Provence était magnifique, une villa de 4 chambres avec une piscine et une vue sur les montagnes. Marc aimait y organiser des réunions de famille, jouant le rôle du pourvoyeur à succès. Il faisait visiter notre bureau à domicile, montrant mes 2 écrans et faisant des blagues sur mon installation informatique sophistiquée. Chloé a sa petite entreprise, disait-il avec une condescendance affectueuse. Ça l'occupe pendant que je suis dehors à conclure des affaires. Ce qu'il ne voyait pas, c'était les factures sur mon bureau, les contrats avec de grandes entreprises, les relevés bancaires montrant des dépôts mensuels qui éclipsaient les chèques de commission de Marc. Ma petite entreprise avait généré plus de 400 000 € l'année dernière. J'avais essayé de corriger le récit plusieurs fois. Mais Marc devenait mal à l'aise quand je mentionnais des chiffres spécifiques ou des noms de clients. Tu ne veux pas avoir l'air de te vanter, me murmurait-il plus tard. Ma famille n'est pas vraiment dans tout ce truc d'entreprise. Alors, j'ai appris à me taire, à le laisser avoir son moment sous les feux de la rampe. Mais aujourd'hui, en écoutant la blague de Nathan et en regardant tout le monde rire à l'idée que ma disparition serait une raison de célébrer, j'ai réalisé quelque chose d'important. Il croyait sincèrement que j'étais superflu. Le retour de la réunion fut silencieux. Marc fredonnait à la radio, commentant parfois le nouveau camion de son cousin ou la terrible salade de pommes de terre de sa tante. Il semblait inconscient de mon silence, ce qui n'était pas inhabituel. Après 5 ans ensemble, il s'était habitué à ma nature réservée lors des réunions de famille. C'était amusant, a-t-il dit en nous garant dans notre allée. Maman avait l'air vraiment heureuse. Je pense qu'elle commence enfin à s'habituer à toi. J'ai déverrouillé la porte d'entrée sans répondre. À l'intérieur, la maison était différente d'une manière ou d'une autre, comme si je la voyais avec de nouveaux yeux. Cette belle maison que Marc aimait exhiber. Cette vie que nous avions construite ensemble, tout cela reposait sur un fondement de mensonges et d'hypothèses. Dans mon bureau, je me suis assise à mon ordinateur et j'ai ouvert mes comptes professionnels. 3 factures en attente totalisaient 47 000 €. Mon compte d'épargne affichait un solde de 230 000 €. Le compte courant joint que Marc croyait contenir notre argent contenait principalement mes dépôts, ses contributions couvrant peut-être 30% de nos dépenses mensuelles. J'ai sorti le relevé hypothécaire. Nous avions acheté la maison il y a 3 ans avec un acompte provenant entièrement de mes économies professionnelles, bien que Marc ait signé les documents et géré les réunions avec l'agent immobilier. Pour sa famille, il était le propriétaire qui avait gracieusement permis à sa femme de contribuer là où elle le pouvait. Mon téléphone a sonné, un client appelant pour un projet urgent. J'ai passé 45 minutes à discuter de l'architecture de la base de données et des exigences de calendrier, citant un prix qui couvrirait le salaire de Marc pendant 6 mois. Quand j'ai raccroché, Marc a passé la tête dans le bureau. Appel professionnel, a-t-il demandé, desserrant sa cravate. Juste des trucs d'ordinateur, ai-je répondu, observant son visage. Il a hoché la tête et a disparu dans le couloir. L'ironie ne m'a pas échappé. Il montrait plus d'intérêt pour sa ligue de football fantastique que pour l'entreprise qui finançait son mode de vie. Ce soir-là, alors que nous étions assis sur le canapé à regarder la télévision, je me suis retrouvée à étudier Marc objectivement. C'était un homme bien à bien des égards, gentil avec les animaux, serviable avec les voisins âgés, généreux avec les amis, mais il avait construit son identité autour du fait d'être le pourvoyeur, le mari à succès avec la femme de soutien. La vérité que je gagnais 5 fois plus que lui ne correspondait pas à son récit. Nathan était plutôt drôle aujourd'hui, a dit Marc pendant une coupure publicitaire. J'adore comment il peut juste couper la tension avec une blague. Tension, ai-je demandé. Tu semblais un peu silencieux au dîner. J'ai pensé que tu te sentais peut-être exclu de la conversation.
Je l'ai regardé longuement. Il croyait sincèrement que le commentaire de son frère sur la célébration de ma disparition n'était qu'un amusement inoffensif. Il n'en voyait pas la cruauté, le dédain, la façon dont cela révélait à quel point il valorisait peu ma présence dans leur vie. Peut-être, ai-je dit doucement. Cette nuit-là, alors que Marc dormait à côté de moi, je suis restée éveillée, pensant aux mots de Nathan. Il ferait probablement la fête si je disparaissais. Eh bien, il était peut-être temps de tester cette théorie. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une clarté inhabituelle. Marc était déjà parti au travail, sa tasse de café abandonnée dans l'évier et ses plats de petit déjeuner éparpillés sur le comptoir. Un lundi matin typique dans notre maison. Il se précipitait à ses importantes réunions de vente pendant que je restais à la maison pour faire mes trucs d'ordinateur. Je me suis préparé du thé et me suis installée sur ma chaise de bureau, mais au lieu d'ouvrir les dossiers clients, j'ai commencé à faire l'inventaire de ma vie, chaque compte professionnel, chaque investissement, chaque actif que j'avais accumulé au cours des 5 dernières années. Les chiffres peignaient un tableau saisissant d'indépendance financière que la famille de Marc ne pouvait même pas imaginer. Mon cabinet de conseil avait des contrats avec 12 grandes entreprises à travers le Sud-Ouest. Ravenpark Venture s'appuyait sur mon logiciel de gestion de projets personnalisés. L'ensemble du système d'analyse de données de Christristen Global fonctionnait sur des programmes que j'avais construits de toutes pièces. J'avais des revenus mensuels récurrents que la plupart des familles considéreraient comme un niveau de richesse de retraite. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, j'avais permis de devenir invisible dans mon propre mariage. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Marc. J'ai oublié mon stylo porte-bonheur. Peux-tu le déposer au bureau vers 14 heures ? Grosse présentation aujourd'hui. Je t'aime. J'ai regardé le message, me souvenant de demandes similaires au fil des ans. Pourrais-je lui apporter le déjeuner ? Pourrais-je aller chercher son linge au pressing ? Pourrais-je gérer les réparations de la maison pendant qu'il se concentrait sur le travail ? De petites faveurs qui semblaient raisonnables à l'époque, mais qui semblaient maintenant être les symptômes d'un problème plus vaste. Au lieu de répondre immédiatement, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à rechercher quelque chose que je n'avais jamais sérieusement envisagé auparavant. Ce qu'il faudrait pour délocaliser mon entreprise. En tant que consultante en logiciel, je pouvais travailler de n'importe où avec une connexion Internet fiable. La plupart de mes clients communiquaient de toute façon par appel vidéo et par email. Marseille n'arrêtait pas de revenir dans mes recherches. Le pôle technologique avait une scène de start-up florissantes, des sociétés de capital risque et des entreprises qui pourraient réellement valoriser mon expertise. Je me suis retrouvée à parcourir les annonces d'appartements et de bureaux, imaginant une vie où mon travail n'était pas considéré comme des trucs d'ordinateur. Vers midi, ma belle-mère a appelé. « Chloé, ma chérie, je voulais te remercier encore une fois d'avoir organisé hier, » a dit Patricia, sa voix chaleureuse avec la douceur artificielle qu'elle réservait aux appels familiaux. Marc a tellement de chance d'avoir quelqu'un qui est prêt à soutenir ses objectifs de carrière. Soutenir ses objectifs de carrière, ai-je répété. Eh bien, tu sais, en gérant la maison et ta petite entreprise hobby pendant qu'il se concentre sur le travail important. Toutes les femmes ne seraient pas aussi compréhensives quant au fait d'être le second revenu. C'était encore là, l'hypothèse que j'étais en quelque sorte inférieure, que mes contributions étaient insignifiantes. Je me suis demandé si Marc avait activement encouragé cette croyance ou s'il n'avait simplement jamais pris la peine de la corriger. Patricia, ai-je dit avec précaution. Qu'est-ce que tu penses que je fais réellement comme travail ? Elle a ri. Oh, tu me connais, ma chère. Tout ce charabia informatique me passe au-dessus de la tête. Marc a mentionné que tu aidais les petites entreprises avec leur site web ou quelque chose comme ça. C'est très gentil à toi d'avoir un petit projet. Un petit projet. 400 000 € de revenus l'année dernière, c'était un petit projet. Marc t'a-t-il déjà donné des détails spécifiques sur mon entreprise, ai-je insisté. Eh bien, non. Mais pourquoi le ferait-il ? Les hommes ne discutent généralement pas des hobbies de leurs femmes en détail. Il s'est toujours concentré sur l'ensemble, s'assurant que vous ayez tous les deux une sécurité financière grâce à l'avancement de sa carrière. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans un silence stupéfait. Ce n'était pas seulement qu'il sous-estimait mon succès.
Il n'avait aucune idée qu'il existait du tout. Marc avait élaboré une fiction si complète sur notre dynamique financière que sa propre mère croyait que je dirigeais une sorte de projet de site web caritatif. J'ai sorti nos relevés bancaires conjoints et j'ai retracé les schémas de dépôt. Chaque mois, mes revenus professionnels affluaient dans nos comptes partagés, tandis que les chèques de commission de Marc semblaient presque désuets en comparaison. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, il avait maintenu le récit selon lequel il était notre fondation financière. Mon téléphone a de nouveau vibré. As-tu trouvé le stylo? J'en ai vraiment besoin pour la réunion de 15 heures. Cela pourrait être une énorme commission. J'ai regardé son message et j'ai réalisé quelque chose de profond. J'avais passé 5 ans à lui faciliter la vie pendant qu'il s'attribuait le mérite de la stabilité que je lui procurais. Le stylo était probablement sur son bureau au travail, mais il préférait que je traverse la ville plutôt que de le chercher lui-même. Pour la première fois dans notre mariage, j'ai supprimé son message sans répondre. Mardi matin a apporté une autre révélation. Je révisais des contrats clients lorsque j'ai découvert quelque chose que j'avais oublié. Un accord de non-divulgation que j'avais signé avec Lumetric Corp il y a 6 mois. Ils m'avaient engagé pour reconstruire l'ensemble de leur système de gestion client, un projet si complexe qu'ils avaient insisté sur le secret absolu concernant leur nouvel avantage concurrentiel. Le contrat valait 200 000 €, payé en versement trimestriel. J'avais déposé les premiers 50 000 € en mars, mais dans l'excitation de l'achèvement d'autres projets, je n'en avais jamais parlé à Marc. Pour autant qu'il sache, cet argent provenait de mon travail de conseil habituel. J'ai réalisé que ce n'était pas le seul revenu significatif qu'il ignorait. Il y avait la récupération de bases de données d'urgence que j'avais effectuée pour Zedora Technologies, 30 000 € pour un week-end de travail. L'application mobile que j'avais développée pour une start-up à Los Angeles, 45 000 € plus des frais de maintenance continue. Plusieurs sources de revenus qui existaient complètement en dehors de la connaissance de Marc. Il ne s'agissait plus seulement qu'il s'attribue le mérite de mon succès. Il s'agissait du fait que j'étais financièrement indépendante depuis des années sans même m'en rendre pleinement compte moi-même. À midi, j'ai appelé ma comptable, Jeanne, avec qui je travaillais depuis le début de mon entreprise. Chloé, ravie de t'entendre, a-t-elle dit. Je préparais justement tes rapports trimestriels. Tu fais une année exceptionnelle. Jeanne, j'ai quelque chose de confidentiel à te demander. Si je voulais délocaliser mon entreprise dans un autre département, qu'est-ce que cela impliquerait? Il y a eu une pause. Tout va bien? J'explore juste des options. Hypothétiquement, à quelle vitesse pourrais-je transférer mes opérations commerciales? Eh bien, puisque tu es constitué en SARL et que la majeure partie de tes revenus provient du conseil à distance, ce serait relativement simple. Les principales considérations seraient les implications fiscales de l'État et la mise à jour de ton enregistrement commercial. Tu penses à un endroit précis? Marseille. La Provence-Alpes-Côte d'Azur n'a pas d'impôt sur le revenu des particuliers, donc ce serait en fait bénéfique. Tu pourrais probablement achever la transition en 60 jours si tu étais motivé. Est-ce que Marc soutient un éventuel déménagement? Je me suis retrouvé incapable de répondre à cette question. Marc ne connaissait même pas la véritable portée de mon entreprise. Comment pourrais-je prédire sa réaction à son déménagement? Cet après-midi-là, j'ai décidé de mener une expérience. Quand Marc est rentré du travail, je lui ai dit que j'avais eu une bonne journée avec les clients. C'est super, ma puce, a-t-il dit en prenant une bière dans le réfrigérateur. Sur quel genre de projet travailles-tu? J'ai terminé un système de base de données majeur pour une entreprise. Le client était très satisfait des résultats. Cool. Combien est-ce que ça rapporte habituellement? J'ai observé son visage attentivement. Celui-ci était de 50 000 €. Marc a failli s'étouffer avec sa bière. 50 000 € pourquoi, genre 6 mois de travail? 6 semaines? Le silence s'est étiré entre nous. Je le voyais traiter les implications, essayant de concilier cette information avec sa compréhension de mon « entreprise hobby ». C'est vraiment bien, Chloé. Je n'avais aucune idée que tes projets étaient si importants. Marc, combien penses-tu que je gagne annuellement? Il a changé de position inconfortablement. Je ne sais pas.
Je pensais peut-être 30 ou 40 000 euros. Assez pour aider avec les dépenses. L'année dernière, j'ai généré 412 000 euros de revenus. La bouteille de bière a glissé de sa main, cliquetant sur le comptoir de la cuisine. Son visage a traversé une série d'expressions, incrédulité, confusion, et quelque chose qui ressemblait presque à de la trahison. C'est impossible, a-t-il dit finalement. Je l'aurais su. Nous en aurions parlé. Nous ne parlons jamais de mon travail en détail. Tu changes toujours de sujet quand j'essaie d'expliquer ce que je fais. Mais ça voudrait dire que tu gagnes plus que. Il a traîné les mots, la réalité s'imprégnant. Plus que toi? Oui, significativement plus. Marc m'a regardé comme s'il voyait une étrangère. D'une certaine manière, je suppose qu'il l'était. La conversation qui a suivi ne ressemblait à aucune autre que nous ayons jamais eue dans notre mariage. Marc était assis à la table de la cuisine, la tête dans les mains pendant que j'expliquais la réalité de notre situation financière. Chaque dépense majeure, chaque contribution familiale, chaque filet de sécurité que nous avions apprécié, tout cela remontait à mes revenus professionnels. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ?» a-t-il demandé, sa voix à peine plus qu'un murmure. J'ai essayé plusieurs fois. Tu n'as jamais semblé intéressé par les détails. Mais ça change tout. Cela signifie que je me suis attribué le mérite de ton succès. Oui. Marc a levé la tête brusquement. Ce n'est pas juste. Je n'ai jamais prétendu gagner autant d'argent. Non, mais tu n'as jamais corrigé les suppositions de personne non plus. Ta famille pense que tu es le pourvoyeur. Ils pensent que je suis une sorte de femme au foyer dépendante avec un mignon hobby informatique. Ma famille ne comprend pas les affaires. J'essayais de garder les choses simples. Simples. Marc, ton frère a plaisanté en disant qu'il ferait la fête si je disparaissais. Ta mère appelle mon entreprise un petit projet. Il pense que je suis un poids mort. Il s'est levé brusquement, arpentant la fenêtre. Nathan était juste Nathan. Il fait des blagues sur tout le monde. Il ne s'agit pas de Nathan spécifiquement. Il s'agit du fait que tu as laissé toute ta famille croire un mensonge sur qui nous sommes et ce que je contribue. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Les appeler tous et annoncer que ma femme gagne plus d'argent que moi? M'émasculer devant toute ma famille? C'était ça. Le vrai problème. L'ego de Marc ne pouvait pas supporter la vérité sur notre dynamique financière. Il préférait laisser sa famille me manquer de respect plutôt que d'admettre que j'étais le principal soutien de famille. Je veux que tu sois honnête, ai-je dit doucement. Je veux que tu cesses d'avoir honte de mon succès. Je n'ai pas honte. Je suis fière de toi. Mais il y a une différence entre être fier et le leur frotter au visage. Comment le fait de corriger leurs idées fausses leur frotte-t-il au visage? Marc n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il a sorti son téléphone et a commencé à faire défiler les messages. Je dois répondre à des emails professionnels, a-t-il dit, mettant fin à la conversation. Cette nuit-là, j'étais couché dans mon lit, écoutant Marc respirer à côté de moi. Plus tôt, il avait fait semblant de travailler tard sur son ordinateur portable, mais je l'avais vu parcourir les réseaux sociaux et regarder des vidéos. Il m'évitait, évitait la conversation, évitait la réalité qui venait de briser son récit soigneusement construit. J'ai repensé aux mots de Nathan. Si tu disparaissais aujourd'hui, on ferait probablement la fête. Plus j'y pensais, plus je réalisais qu'il avait peut-être eu raison, mais pas pour les raisons qu'il pensait. Il ferait la fête parce qu'il croyait que Marc serait libre de trouver une meilleure femme, quelqu'un qui contribuerait plus significativement au succès de leur famille. Il n'avait aucune idée que ma disparition déclencherait un effondrement financier qui toucherait chaque membre de leur famille élargie. J'ai sorti mon téléphone et j'ai tranquillement recommencé à chercher des biens immobiliers à Marseille. Cette fois, je ne faisais pas que naviguer. Je planifiais des appartements près des couloirs technologiques, des espaces de bureaux pour un cabinet de conseil en croissance, des entreprises de déménagement spécialisées dans les déménagements à travers le pays. Marc a bougé à côté de moi et j'ai rapidement fermé le navigateur. Mais mon esprit s'emballait déjà, calculant les délais et la logistique. Si j'allais disparaître, il faudrait que ce soit exécuté sans faille. Pas de traces,
pas de retour à Aix-en-Provence, aucune opportunité pour Marc de manipuler la situation à son avantage. Alors que je m'endormais, je me suis demandé ce que Nathan penserait quand il réaliserait que sa blague avait déclenché exactement le scénario qu'il avait décrit. Seulement cette fois, personne ne ferait la fête. 3 semaines plus tard, tout était en marche. J'avais trouvé un appartement parfait dans le quartier de Vauban à Marseille, obtenu un espace de bureau dans un immeuble rempli de start-up technologiques, et arrangé avec une entreprise de déménagement pour gérer la transition. Marc est resté inconscient, trop absorbé par ses propres drames professionnels pour remarquer mes préparatifs minutieux. Un jeudi matin, alors qu'il se précipitait à une autre réunion de vente cruciale, j'ai commencé la phase finale de mon plan. D'abord, j'ai transféré tous les fonds professionnels de nos comptes joints, les déplaçant vers une nouvelle banque en Provence. Les comptes personnels que j'ai laissés intacts. Marc pouvait avoir son propre argent, mais il ne pouvait plus accéder au mien. Ensuite, j'ai appelé chacun de mes principaux clients pour les informer du déménagement de mon entreprise. La conversation avec l'Umetracorp a été particulièrement satisfaisante. En fait, nous espérions que vous envisageriez de vous étendre dans le sud-est, a déclaré mon contact. Nous avons plusieurs filiales à Marseille qui pourraient utiliser vos services. Ce timing est parfait. À midi, j'avais obtenu suffisamment de nouveaux contrats pour doubler mes revenus en 6 mois. Marseille n'était pas seulement une voie d'évacuation. C'était une rampe de lancement pour la prochaine phase de ma carrière. Le plus difficile fut d'appeler l'entreprise de construction de Nathan. 6 mois auparavant, alors qu'il avait besoin de financement pour de nouveaux équipements, Marc m'avait supplié de co-signer un prêt. Nathan n'a jamais su que j'étais la garante. Il pensait que Marc avait arrangé le soutien par ses contacts commerciaux. « Bonjour, c'est Chloé Dubois », ai-je dit lorsque la secrétaire de Nathan a répondu. « Je dois discuter du prêt d'équipement que je garantis pour votre entreprise. » Il y a eu une longue pause. « Je suis désolé. Je crois qu'il y a eu une erreur. Marc Dubois est le garant de ce prêt. En fait, c'est moi. Je vais transférer la responsabilité du prêt directement à Nathan. Il devra organiser un nouveau financement dans les 30 jours, faute de quoi l'équipement sera repris. » Quand elle m'a transféré à Nathan, j'ai pu entendre la confusion dans sa voix. « Chloé, qu'est-ce que c'est cette histoire de prêt ? » Je pensais que Marc gérait toutes ses affaires. Marc n'a pas le crédit ou les revenus pour garantir un prêt de cette taille. Nathan, j'ai été le soutien financier pendant 6 mois. Puisque tu penses que je suis superflu, tu peux gérer tes propres finances commerciales à l'avenir. Vendredi soir, j'ai chargé le reste de mes affaires personnelles dans ma voiture. Le camion de déménagement avait emporté mon équipement de bureau et mes meubles la veille pendant que Marc était au travail. J'ai laissé derrière moi tout ce qu'il considérerait comme « à nous ». Les appareils de cuisine sophistiqués, les meubles de salon, les objets décoratifs que sa mère nous avait donnés. Mais j'ai pris tout ce qui était vraiment à moi. Mes ordinateurs, mes dossiers professionnels, mes souvenirs personnels et mon indépendance financière. J'ai laissé une note sur le comptoir de la cuisine à côté du relevé hypothécaire et des factures de services publics. Marc, je suis le conseil de Nathan et je disparais. Puisque ta famille célébrerait mon absence, j'ai pensé que je leur donnerais ce qu'ils veulent. Tu trouveras que nos comptes professionnels conjoints ont été fermés. C'étaient mes comptes de toute façon. L'hypothèque et les services publics sont maintenant de ta responsabilité, tout comme le prêt d'équipement de Nathan, que je lui ai transféré. Tu es enfin libre d'être le pourvoyeur que ta famille croit que tu es. N'essaie pas de me contacter. Je recommence ailleurs, là où ce que j'apporte est valorisé. Chloé PS. Tu voudras peut-être expliquer à ta famille que ta petite femme hobby informatique était en fait ta fondation financière. Ils sont sur le point d'apprendre exactement ce que ma disparition signifie. J'ai conduit toute la nuit, ne m'arrêtant que pour l'essence et le café. Alors qu'Aix-en-Provence disparaissait dans mon rétroviseur, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Mon téléphone vibrait constamment avec des appels et des SMS de Marc, mais j'avais déjà changé de numéro. L'ancien téléphone irait dans une benne à ordures quelque part en dehors de Lyon. Le samedi matin, j'étais à Marseille, signant le bail de mon nouvel appartement. Le lundi, je rencontrais des clients potentiels qui voyaient mon expertise comme précieuse,
pas comme quelque chose à minimiser ou à cacher. Pour la première fois depuis des années, j'étais exactement là où je devais être. 6 mois plus tard, les conséquences de ma disparition avaient traversé la famille Dubois comme des dominos qui tombent. Marc avait été contraint de retourner vivre chez ses parents après le début des procédures de saisie de notre maison. Ces commissions de vente, qui avaient semblé impressionnantes lorsqu'elles étaient complétées par mes revenus, ne pouvaient pas couvrir les paiements hypothécaires à elles seules. L'entreprise de construction de Nathan était en difficulté sans le prêt que j'avais garanti. Il avait été contraint de rendre l'équipement et de licencier la moitié de son équipe. La réunion de famille prévue à Biarritz avait été annulée car Marc ne pouvait pas apporter sa part habituelle. De l'argent qui, de toute façon, venait toujours de mes comptes. Jessica avait appelé tous ceux qu'elle connaissait, essayant de me retrouver. Patricia avait engagé un détective privé, convaincu que quelque chose de terrible avait dû se produire pour que j'abandonne mon mariage si soudainement. Ils ne pouvaient pas comprendre que j'étais partie volontairement, que leur traitement dédaigneux avait des conséquences. Pendant ce temps, mon cabinet de conseil avait décroché 3 contrats majeurs avec des entreprises marseillaises. Lumière Ouverte Consulting prospérait dans un environnement qui respectait l'innovation et l'expertise. J'avais été invité à prendre la parole lors de conférences technologiques, à rejoindre des organisations professionnelles et à établir des relations avec d'autres entrepreneurs prospères. L'ironie ne m'a pas échappé. Nathan avait eu raison sur une chose. Ma disparition avait révélé exactement ce que ma présence valait. Juste pas de la manière dont il s'y attendait. Assise dans mon nouveau bureau surplombant le vieux port, je ne pouvais m'empêcher de sourire en repensant à cette réunion de famille il y a 6 mois. La blague cruelle de Nathan avait été le catalyseur de la meilleure décision que j'ai jamais prise. Parfois, les personnes qui nous blessent le plus finissent par nous donner exactement le coup de pouce dont nous avons besoin pour revendiquer notre valeur. J'avais disparu comme il l'avait suggéré, mais la seule à célébrer était moi.